Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau témoignage. C'est Camille qui aujourd'hui est venue vers l'association pour partager son expérience, son vécu de la phobie scolaire. Et je l'invite aujourd'hui justement à prendre la parole pour partager son expérience avec vous. Merci de me recevoir. C'est très gentil à vous et merci pour cette démarche. Bah, merci à toi Camille hein, de déjà proposer ton témoignage. On sait ce que Ah c'est bah, il au y a niveau pas de de la problème. situation. Ouais. Il y a pas de problème si ça peut aider, des jeunes et des parents à mieux comprendre et à mieux, ouais, à mieux comprendre, la chose, il y a pas de souci. Ok. Bah, écoute Camille, je t'invite à partager, voilà, comme ça vient, et puis nous dire, peut-être commencer par le début, comment ça a commencé par toi, et puis à partir de quel moment tu avais réussi à comprendre que c'était de la phobie scolaire. Très bien. Et bien, pour commencer, alors, au début, on ne savait pas que c'était de la phobie scolaire. Ça s'est déclenché le 1er décembre, 2014 et en fait, du jour au lendemain, j'ai eu une très, très grosse migraine. Ça a l'air, assez bête dit comme ça, mais j'ai une très, très grosse migraine qui ne s'est pas du tout arrêtée et je ne Tu avais comprenais quel pas. âge alors À cet âge-là, bah, j'avais 14 ans, du coup. 14 ans, ouais, OK. Oui. Hem, Ça s'est pas arrêté et du coup, j'étais tout le temps dans la douleur parce que, bah, je pouvais pas supporter ni la lumière, ni les sons et c'était très bizarre, pour moi, tout en sachant que j'ai déjà pas mal de soucis, médicaux et c'était pas comme d'habitude. Donc mes parents se sont beaucoup inquiétés, moi aussi et ça ne correspondait pas à mes problèmes médicaux de base et après avoir cherché au niveau, médical, tout allait bien. Au niveau de ma tête, tout allait bien. Donc tous les Hem, résultats en fin de compte, oui, oui, que démontraient ce soit qu'il y avait IRM, rien prise en de quelque sang, il y sorte, avait ouais. rien du tout qui expliquait cette migraine constante. D'accord. Mais du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai été totalement déscolarisée parce que, je ne pouvais pas, clairement, sortir de chez moi. Ça m'était impossible de sortir même pour, accompagner, mes parents pour des sorties, mes sœurs, ou pour faire des courses toutes simples. C'était pas possible pour moi et c'était ingérable pour moi et ma famille, du coup. Mmh. Et c'était plus lié en fin de compte à la douleur que ça a occasionné pour toi? Ou, c'était quoi exactement qui fait Heu, En fait, c'était du coup, ça s'est traduit par des douleurs, psychosomatiques. Donc une douleur psychosomatique qui est bien réelle, sauf que en fait, c'est notre psyché qui nous donne une douleur pour nous mmh signifier qu'il y a quelque chose qui va pas. La douleur est réelle, malgré que c'est nous qui la provoquons mh. et parfois on ne sait pas d'où ça vient, comme, l au début et un jour, 3-4 mois après, j'ai vu une neurologue, et une psychologue et pendant que la neurologue m'a fait passer quelques petits tests pour voir si tout allait bien, à un moment donné, je suis passée avec la psychologue et du coup, je lui ai parlé, je lui ai un peu parlé et c'est là que, en fait, ils m'ont dit que, bah, il y a autre chose que la maladie de votre fille, mon père et du coup, à partir de là, j'ai vu une psychologue et la psychologue, en 3 séances à peine, elle a pu diagnostiquer, une phobie scolaire et sociale. Elle a pu aussi, mettre les mots, sur, comment dire? Sur, les douleurs que j'avais Mmh. et également elle a fortement pensé que j'avais une, dépression sévère et du coup, comme ça a commencé à aller au-delà de ses compétences, elle m'a redirigée vers une, clinique, psychiatrique pour adolescents et à partir de là donc, c'était alors tout a commencé en décembre 2014 et en début 2015 du coup, j'ai, intégré, une, clinique, psy pour adolescents. Oui. Heu, donc voilà, c'était assez déroutant. D'accord, C'était et assez dans quel déroutant au sens, début. ouais, pour toi, déroutant, c'est-à-dire? À cet âge-là, on a un peu tous les clichés d'une, clinique, psy ou d'un hôpital psychiatrique, tous les clichés qu'on a pu voir dans les films, donc je m'attendais à quelque chose vraiment, un peu comme dans les films quoi, où tu es tout le temps
attaché dans un lit, où tu es tout le temps gavé de médicaments et cetera. D'accord, Mais tous c'est les biais pas cognitifs, en fin de compte, qu'on c'est peut ça, avoir, voilà. exactement, D'accord. exactement. Mais c'était pas du tout comme ça. C'était pas du tout comme ça. Hem, C'était, un milieu, assez, contrôlé. On avait tout le temps des infirmiers avec nous, certes, mais sinon on était essentiellement 14 adolescents qui vivaient dans un même lieu et on avait de temps en temps nos rendez-vous avec, nos psys, de l'art-thérapie, du sport la semaine aussi pour évacuer physiquement, ce qu'on avait à évacuer. Hem, on avait également un seul rendez-vous avec, notre pédopsychiatre, enfin tout dépendait du suivi du patient et en fait, le but c'était que cet environnement soit contrôlé, qu'on soit dans un milieu sécurisé, pour qu'on puisse se soigner plus efficacement que si on était, dans le milieu familial ou scolaire au quotidien où en Dans les fait, environnements sociaux habituels, c'est ça. mmh Parce que sinon, en fait, on est tout le temps ce serait tout le temps une fatigue émotionnelle et on ne pourrait pas avoir l'énergie de se concentrer sur nous-mêmes pour essayer de, régler nos soucis. D'accord, donc là, tu avais vraiment, en fin de compte, ce que j'entends, c'était vraiment un trouble anxieux qui était avéré C'est et ça, une phobie sociale qui s'était rajoutée à tout ça, c'est c'est ça? ça, c'est ça OK. Mmh. et en fait, au début, moi, je pensais que j'allais bien. Je voulais pas admettre que j'allais mal. Je me souviens que ma psy m'avait dit qu'elle avait mis bien 2 mois avant de briser ma carapace et de me faire me rendre compte que, j'avais vraiment quelque chose. Parce que je me sentais pas je sais pas, je me sentais pas légitime d'aller mal parce que je pensais enfin, en arrivant dans ce lieu-là, il y avait des personnes qui avaient une vie, pire que la mienne, quoi. Donc je me suis dit: «Bon, je relativise, il y a pire quand même». Oui, mais non, faut déjà accepter qu'il y a quelque chose qui va pas pour ensuite travailler, là-dessus. D'accord, un peu, en fin de compte, une forme de déni dans C'est de ça, ce qui t'est arrivé. Mmh. une forme de déni parce que c'est plus facile, ce serait plus facile s'il y avait quelque chose D'explicable. d'explicable, voilà. Ce serait Mmh. plus facile si, par exemple, j'avais, je ne sais pas moi, une autre maladie qui serait soignable en une opération, par exemple. Ce serait D'accord. beaucoup plus facile. Mais là, non. Et donc, quand j'ai commencé à diagnostiquer tout ça avec, ma psy et mon psychiatre et ben, je me suis rendu compte, d'une chose, c'est que, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été angoissée. Déjà d'aller, à l'école, ça a toujours été, essayer de trouver des excuses pour pas y aller. J'avais souvent des mal de ventre, et surtout au collège, ça s'est décuplé. Même s'il me restait qu'une seule heure de cours, je demandais à ce qu'on appelle, ma mère pour qu'elle vienne me chercher, alors que j'avais plus qu'une seule heure de cours, mais ça me semblait, insurmontable de la faire et j'avais des Donc douleurs de ventre qui se manifestaient très facilement, des maux de tête qui se manifestaient également très facilement, des crises d'angoisse qui ont augmenté, au collège. Et en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été sujet, aux moqueries et au harcèlement. J'ai beaucoup, beaucoup été harcelée, surtout au collège, de par, ma différence physique, vestimentaire. À cet âge-là, il nous en faut à cet âge-là, pour, les adolescents, il en faut pas beaucoup. Parce que justement, c'est là où ils découvrent, les différents, comment dire? C'est à cet âge-là qu'on découvre, nos différences. Et si les autres sont différents de nous-mêmes, si l'enfant ne se dit pas que les autres sont comme ils sont, bah, forcément la différence fait peur il y et a un dans ces cas-là, il décalage. rejette. Mmh. Ouais, il y a Mmh. toujours un décalage forcément à Et cet et âge-là. en fin de compte, ce que j'entends aussi, c'est que, pour toi, parce que c'est vrai qu'au départ, tu dis: «C'est à partir de 14 ans» et tu avais pas réalisé tout de suite que déjà avant, tu avais des soucis. Ouais, Voilà, c'est en ça? fait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais en fait, je pensais comme mes parents mes parents au début, ils comprenaient pas du tout. Ils pensaient que j'étais quelqu'un qui avait la flemme, mais pourtant OK, ils pensaient que j'étais quelqu'un qui avait la flemme, mais pourtant j'avais toujours des bonnes notes et au niveau des notes aussi, mon rapport à l'école, c'est que, j'ai jamais eu trop de soucis à avoir des notes, moyennes sans trop d'efforts. Donc mes parents pensaient juste que vu que, je n'avais pas besoin de trop réviser, j'avais juste la flemme de m'y mettre.
Alors que pas du tout, paradoxalement, j'adorais étudier et j'adorais apprendre et découvrir de nouvelles choses. Mais dès qu'on était à l'école et dès que je retournais chez moi et que je devais faire mes devoirs, donc me reconfronter aux études et à l'école, j'avais un blocage. Et c'est arrivé énormément de fois où je ne pouvais pas faire mes devoirs, rien que ça. Et en fait, ça n'a fait qu'augmenter au fil du temps. Si au début, je s si au début, je voulais par exemple, je ne sais pas, en primaire, si au début, j'avais beaucoup de mal à retenir une poésie, bah, en cinquième en fait, j'étais incapable de faire, un DM, en fait. Et D'accord. ça n'a fait qu'augmenter au fil des ans. Et si je comprends bien, en fin de compte, ce que tu as fait, c'est que tu as plutôt pris sur toi, C'est ça. En pendant fait, toutes ces années? c'est ça, je prenais sur moi parce que, bah, l'école, c'est quand même, assez important. Et je me suis dit, «J'aime étudier, mais je ne me sens pas en sécurité et j'ai peur constamment dans cet établissement, donc qu'est-ce que je fais?» Surtout que quand je rentre, je me confronte, à mes parents qui ne comprennent pas et qui, du coup, pensent que je suis le problème, en fait. Donc oui, j'ai essentiellement pris sur moi jusqu'à le point de non-retour et j'ai identifié le déclic. C'est que depuis que j'étais petite, je voulais être vétérinaire et le stage de troisième. J'ai réussi à avoir une place dans une clinique vétérinaire et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire et en fait, à l'issue dès que le stage a été terminé, migraines se sont déclenchées et déjà que je suis migraineuse de base, heu, mes migraines se sont déclenchées, constamment et c'est à partir de là que j'ai été déscolarisée et en fait, c'était la réalisation que: «Mince, je ne sais pas quoi faire de ma vie, aller à l'école n'a plus de sens». Et c'est à partir de là que ça a été le point de non-retour où, j'étais tellement perdue que là, ça a ouvert une fissure à tout ce que je retenais et bah, douleurs psychosomatiques, crise d'angoisse, tout a été décuplé. Et c'est là où mon corps m'a dit: «Stop, stop, tu peux plus y aller». Donc il y a eu cet événement déclencheur en quelque sorte et C'est ça, cette perte de sens, c'était ça, c'est d'accord, ça. au niveau de tes objectifs. Mmh. Mmh, c'est ça. Et donc en plus du harcèlement après, il y a eu des moments où j'ai pu, comment dire? En quatrième, j'ai pu, me trouver, des amis de confiance, mais ils étaient en troisième et moi en quatrième. Et pareil, ça a joué un peu parce que des amis de confiance que je me suis trouvés, sont partis après et je me suis retrouvée de nouveau toute seule, en troisième. Donc ça a été la chute. Alors que ça commençait un peu à s'améliorer de ce côté-là et donc le côté solitaire disparaissait, enfin a disparu, à ce moment à cette période-là et ça allait un peu mieux, parce que je me sentais un petit peu plus en sécurité. Mmh. Mais non, en fait, ça a fait une rechute et ça a augmenté le déclic avec, la période de stage. D'accord. Mmh. Donc voilà, Donc ça a été plus un cumul d'événements c'est qui ça, t'a amené à ce craquage c'est ça. et ce que j'entends, c'est que tu as compensé en fin de compte de nombreuses années. Mmh. Tu as beaucoup pris sur toi et c'est ce qui t'a amené justement à C'est plus ça. pouvoir y arriver et c'est le corps qui t'a arrêté en quelque sorte. Exactement, exactement, Et donc tu as exact. rejoint cette clinique? Oui, j'ai rejoint cette clinique, et j'y suis allée, 2 fois 3 mois. Donc j'y suis allée 3 mois, puis je suis revenue chez moi, 3 autres mois et j'y suis retournée 3 autres mois parce que, je n'avais pas fini le travail que je devais faire là-bas. Hem Parce qu'évidemment, au début, je me suis plus occupée des autres que de moi-même pour, éviter de m'occuper de mes problèmes et de les regarder en face, mais non. La première chose à faire, c'est, de regarder ce qui va pas en nous-mêmes, même si ça peut aider, d'aider les autres parce que Mmh mh. ça nous montre, d'autres situations et ça nous et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de voir que j'étais pas toute seule, surtout. D'accord. Il y avait d'autres personnes qui avaient des phobies scolaires, dedans, dans cette clinique. Il y avait des personnes qui avaient d'autres problèmes aussi, des adolescents qui avaient d'autres problèmes également. Mais, ça amène toujours à une, rupture avec la société, en fait, pour, certains adolescents et d'où l'incapacité à aller à l'école. Par exemple, il y avait, un de mes camarades, en clinique qui n'avait pas du tout de phobie scolaire, mais à cause de ses problèmes personnels, ne pouvait plus y retourner. Et il n'avait pas de phobie scolaire, hein, mais il pouvait plus y retourner parce que, rupture sociale
et incapable de sortir de chez lui, incapable de retourner, avec d'autres personnes, tout simplement. Avec des personnes de son âge, en fin Oui, de compte, voilà, c'est comme si, vous perdiez en fin de compte, l'accès aux codes sociaux, c'est exactement, ça? c'est ça. Mmh. Donc plus D'accord. se sentir en sécurité avec, qui que ce soit, et dans n'importe quel lieu. Mmh. Donc voilà et Et en fin de compte, ce travail-là, qu'est-ce que ça t'a amené? Enfin, qu'est-ce que tu as réussi? Alors j'ai entendu que s voilà, ça a mmh, permis de te comprendre plein de choses sur toi, sur ton oui. fonctionnement, sur ton vécu. Mmh. Cette deuxième période de 3 mois, qu'est-ce que tu en as retiré? J'en ai retiré que, en fait, j'ai dû pendant cette période-là, j'ai dû accepter et j'ai accepté que j'avais beaucoup de traumatismes que je devais, affronter, discuter et régler avec, le personnel médical et avec moi-même. Ouais, j'ai surtout réalisé que j'avais des problèmes et que c'était pas en les évitant que j'allais les régler. Et surtout qu'à un moment donné, il y a mon psychiatre qui m'a dit: «Bon, il serait peut-être temps de dire à vos parents tout ce qui est arrivé, parce que vos parents, ils ne peuvent pas comprendre s'ils ne savent pas, à quel point, leur, fille a souffert, à l'école et tout ce qu'elle a dû endurer». Donc Et il a fait le lien en fin de compte c'est avec ce qui ça, t'est arrivé, le c'est harcèlement ça, scolaire, c'est ça. qui Il a fait le lien pour entre, toi ça a été le déclencheur en fin de compte de tout ce qui t'est arrivé ou est-ce que ça a fait partie de ton chemin plutôt? le la discussion avec mes parents à ce moment-là. Le harcèlement en Ah, le lui-même? harcèlement? Mmh. Le harcèlement en lui-même, en fait, vu que depuis que je suis toute petite, je n'étais pas forcément acceptée par mes camarades de classe. J'ai toujours pensé que c'était normal et que de toute façon, ce serait toujours comme ça. D'accord. Donc j'avais une sorte de résignation au fait de ne pas être acceptée et comme en quatrième, je me suis trouvée de vrais amis, je me suis rendu compte que c'était pas normal, cette situation. Ce qui a amené ensuite en troisième à ce que je me retrouve seule, de me dire: «Je ne peux plus retourner dans cette solitude et cette situation où tout le monde me harcèle et moralement et physiquement», vous voyez? D'accord, donc toutes ces années, en fin de compte jusqu'à 14 ans, tu as trouvé que c'était quelque chose qui était dans la norme, ce Exactement, comportement? voilà et j'étais résignée à que ce À soit toujours comme subir. ça. Mmh. Voilà. Mais et un truc qui est très important, c'est que si jamais, ceux qui nous écoutent sont en soins, ont des comment dire? Un suivi médical, ou psychologique Mmh mh. là-dessus, sur leur phobie scolaire ou leur dépression ou peu importe et qui sont encore mineurs, c'est important que le médecin, fasse un bon lien entre, l'enfant et ses parents parce que généralement le dialogue est rompu à ce moment-là entre les parents et et l'enfant. Je me souviens d'une période où, bah, juste après en fait avoir tout dit à mes parents, de tout ce qui m'est arrivé à l'école. Mes parents, ils étaient dans le déni aussi. Parce que, en tant que parent, c'est aussi, accepter le fait que, bah, son enfant souffrait et on le voyait pas. Mon enfant s'est pris des coups, et je n'ai rien vu. Mon enfant a passé toute la journée à se faire insulter, à se faire rabaisser et je n'ai rien vu quand il est rentré. Tout ce que je lui ai demandé, c'était comment s'était passée sa journée à la rigueur et est-ce que tu as fait tes devoirs? Et je ne cherchais rien d'autre à savoir. Et se rendre compte de ça, ça leur a, ils étaient dans le déni au début et se sentaient très mal et coupables Mmh. et leur s comment dire? La seule chose concernée par toute cette histoire, c'était moi. Donc du coup, au lieu de relativiser sur le moment, et de rapprocher nos liens, ça les a énormément séparés au début. Je me souviens que la clinique a coupé, les communications entre moi et mes parents pendant 2 semaines, parce que, mes parents avaient très, très mal réagi. Et moi, ça m'avait fait, bah, Beaucoup de beaucoup de mal, peine. Mmh. ouais, beaucoup de peine, qu'ils ne comprennent pas et puis à ce moment-là, je pouvais pas comprendre ce qu'eux ressentaient. Parce que ce n'est que quelques mois plus tard, que je l'ai compris. Bah, bon, après le contact s'est refait, on s'est un peu expliqué et j'ai pu comprendre que c'était parce que, ils se sentaient énormément impuissants. Mais les parents, c'est des grands enfants, ils sont humains tout comme nous et généralement, la colère qu'ils ont à ces moments-là, quand ils ne veulent pas comprendre, c'est qu'ils savent que
ils n'ont pas été assez vigilants avec leurs enfants, en fait. Ils ont Bah, pas assez ouvert ouais, les yeux. j'entends, enfin, ouais, la position de tes parents et c'est Mmh, vrai que c'est ce qu'on entend très souvent quand nos enfants, nous annoncent comme quoi ils sont harcelés ou qu'ils ont été harcelés. mmh, Ce sentiment d'impuissance, de ne pas avoir mmh, vu, alors ce grand sentiment de culpabilité, hein, de mmh, ne pas avoir réalisé ou de se dire, «Comment j'ai fait pour ne pas voir?» mmh, C'est presque ça, hein. mmh, Donc et c'est vrai que je pense que la une des réactions peut être le déni et je pense que c'est presque la ch on est un petit peu sous le choc en tant que parents. C'est vrai qu'on veut préserver nos enfants et que quand ils nous annoncent ça et qu'en fin de compte, on n'a pas, été capable de le voir, mmh, en tant qu'adulte, comme tu le dis, voilà, on se sent responsable de nos enfants mmh, et effectivement, ça peut amener à des situations où il faut du temps pour digérer la nouvelle, le choc, hein, de mmh, la nouvelle. Et ce que tu dis, voilà, c'est des choses qui arrivent et effectivement. Je pense mmh, qu'après dans la continuité, dans l'acceptation, de mmh, se déculpabiliser, mmh, parce qu'effectivement, on n'est pas responsable, en tant que parent de ce qui peut se mmh, passer, avec d'autres jeunes, mais mmh, d'apprendre à écouter. Mmh. mmh. Après, en tant qu'enfant qui entend, cette réaction de ses parents, Mmh. tous parents peuvent réagir différemment, mais généralement quand il y a une réaction, colérique, de cette façon, alors c'est bien enfin, hem, parce que dans cette situation, il y a beaucoup d'enfants qui accumulent de l'empathie et qui développent de l'empathie. Hem, il y a la réaction de nos parents, on peut le comprendre et ne pas le comprendre, mais il faut surtout pas ignorer ce que ça nous fait et il faut surtout pas, hem, en fait, faut pas rejeter les émotions et les sentiments que ça nous procure, C'est parce le message, que en fin de compte, j'entends que tu veux passer aux parents? c'est ça, faut Voilà. pas l'ignorer, faut sentir l'émotion comme elle vient, ce qu'on ressent vis-à-vis de cette situation, comment mon enfant comment mon enfant a vécu la chose et je n'étais pas à ses côtés. OK, on n'était pas à ses côtés, mais maintenant on le sait. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour l'aider? Et il y a ce moment où il y aura un trop plein d'émotions et faut laisser les émotions venir comme elles viennent, mais après il faut établir un dialogue parce que c'est un moment hyper délicat et s'il y a une rupture qui peut cette rupture peut durer des années pour certains parents et enfants Mmh. et il faut tout de suite réagir derrière. OK. Parce que sinon, l'enfant après il va se dire: «Bon bah, je vais me débrouiller tout seul maintenant, vu que je n'ai plus mes parents et que je leur L'adulte ai» référent, voilà, qui voilà, soutient. Mmh. Donc en c'est fin ça. de compte, ce que tu veux dire par rapport aux expériences, je pense aussi des jeunes que tu as côtoyés, Oui. de plutôt, voilà, que quand le parent l'apprend, que oui, ça peut être un choc et que, Mmh. on a le droit, bien sûr, comme nos enfants, à avoir des émotions, à pleurer, craquer, Mmh. mais que le plus important, voilà, c'est, d'être là et Ouais. d'avancer ensemble, Mmh. si je comprends bien, c'est ça? Mmh. Ouais et c'est pas grave, en tant que parent de montrer, cette faiblesse à son enfant. Au contraire, c'est, le parent a toujours une comment dire? Il veut toujours se montrer fort pour son enfant. Mais du coup, en tant qu'enfant, on se dit: «Bon, bah, tu tout le temps fort, tu gères tout, tout le temps et tu craques jamais et mais moi, je craque, mais moi, je sais pas gérer mes émotions» parce que, bah, on est encore adolescent, il y a des nouvelles émotions qui arrivent généralement à cette période et plein de choses qui changent Mmh. et voir son parent qui peut également écouter ses émotions, ça peut aider, ça peut énormément aider son propre enfant à s'accepter lui-même, en fait. De se dire: «Bah, oui, je compatis à ta douleur, mon enfant et ça me rend triste. Oui, ça me rend triste, mais je suis là pour t'aider» D'accord. et ça Donc peut ce être, ça peut ouais. énormément aider. En fin de compte, la vision d'avoir toujours un parent qui tient le coup, c'est comme si ça mettait une forme de distance, c'est ce que j'entends. Ouais. Tu as l'impression qu'elle, elle tient le coup et puis toi, tu y Mmh. arrives pas. Mmh et puis Mmh, un parent, ça protège son enfant, mais les enfants, ça protège également, ses parents. Moi, j'ai jamais voulu en parler à mes parents parce que je me suis dit: «Ah mais ils vont tellement mal le vivre. Ils vont, comment dire? Ils vont s'en vouloir, ils vont, même à un moment donné, j'ai pensé qu'ils allaient me détester de leur avoir rien dit. Je pensais que ça allait leur faire beaucoup de mal et je voulais les préserver moi au début OK. et je me suis dit quand j'étais petite, j'ai déjà été, énormément malade et si je leur redonne ce sentiment, ça va encore une fois, les mettre dans un état pas possible.
Donc il y a aussi votre enfant qui vous protège, en fait, dans ces moments-là. Mmh. C'est Oui, possible. et c'est vrai que ça rejoint beaucoup des témoignages que nous on a, au niveau des familles, des enfants concernés, et c'est Mmh. ce côté de protecteur en fin de compte, ou préserver en quelque sorte ses parents. Mmh. C'est Donc ça. ouais. Que ce soit les parents ou même les frères et sœurs, hein. Quand Mmh. on n'a pas, quand on n'a pas de lien très, très fort et qu'on du coup, on est plus dans le retrait, et que de toute façon, quand on commence à aller mal, la communication, elle devient très compliquée. Mmh. Mais Et là mais du aujourd'hui, ta relation, avec tes parents, à aujourd'hui, l'heure actuelle? à l'heure actuelle, bah, après il s'est passé aussi, beaucoup de choses, Mmh. qui nous a amené à aujourd'hui une entente et en fait, au fil des séances, avec le psychologue, avec le psychiatre, le pédopsychiatre et eux qui m'ont vu me débrouiller et affronter cette phobie scolaire, heu, l'accepter et essayer d'avancer malgré ça. Mmh. On a réussi à comment dire? À développer une sorte d'entente mutuelle et de respect mutuel pour, que je leur dise: «À ce moment-là, ça va pas, il faut me laisser du temps et à ce moment-là, j'ai besoin d'aide et à ce moment-là, laissez-moi tranquille, il faut que je le fasse moi-même». Et du coup, ils ont appris eux-mêmes ils ont appris du coup à se détacher de moi quand j'en avais besoin et à m'aider quand j'en avais besoin. Et Mmh. cet équilibre, il est très délicat, il est difficile à trouver, mais aujourd'hui avec mes parents, c'est que, ils me font confiance pour leur dire quand ça ira pas et que j'ai besoin d'aide. Mais sinon, ils me laissent avancer, ils me laissent faire mes choix, comme je l'entends parce qu'il y a que moi qui connais le mieux mes réactions et face à tout ça, face à cette anxiété, face à cette phobie scolaire qui est toujours là et face à cette dépression qui m'a été diagnostiquée quand j'étais plus jeune. Donc voilà, ils savent qu'ils ont pas le contrôle de tout et ils doivent me laisser, gérer ça. D'accord. Et dans tout ça, en fin de compte, bon, je suppose que voilà, ça t'a fait sortir du système Ah scolaire oui, en quelque oui, sorte, oui, tout ce chemin-là. oui, oui. Mmh. Est-ce que tu Hem, es resté en lien avec l'établissement, ou est-ce que comment ça a évolué, ton parcours scolaire? alors oui, parce que j'ai pas dit ce qui s'était passé après. Mais du coup, j'ai eu une déscolarisation, d'1 an et demi. J'ai quand même passé mon brevet des collèges, pas en juin, comme tous les autres, mais en septembre et j'y suis allée que 3 mois de j'ai eu que 3 mois de cours de troisième, mais j'ai réussi à avoir mon brevet en septembre. Et en fait, la clinique où j'étais, le pédopsychiatre, m'a proposé un soin-études, à démarrer, donc à la rentrée suivante et en fait, un Mmh. soin-études, ça conjugue les soins institutionnels, psychiatriques de longue durée et à la poursuite ou à la reprise d'études adaptées, en fait. Donc la durée d'hospitalisation peut durer, l'année scolaire ou elle peut être renouvelée ou elle peut être plus tôt et enfin, elle peut être plus tôt. Elle peut Plus durer beaucoup courte? moins longtemps. Ouais. Ça dépend Mmh. en fait, ça dépend du patient Ça dépend et de ton avancée en quelque sorte. exactement. Mmh. En fait, c'est un assez grand établissement où on a un poste de soins avec des infirmiers, comme un grand internat où on a nos soins, psychiatriques, heu et médicales, heu et à côté de ça, on a des cours. Des D'accord. cours, Souvent c'est en normales, lien avec un vraiment. établissement scolaire, c'est ça? C'est l'établissement scolaire est dans l'hôpital, en fait Ouais. et il y a des profs, du coup, qui ont été choisis, du coup et qui ont conscience des élèves, qu'ils ont et en fait, c'est un établissement où les jeunes de 15 à 25 ans ne peuvent plus, hem, retourner dans la vie active, ne Dans le peuvent plus parcours reprendre des scolaire, cours. classique. Mmh. C'est ça et ils ne peuvent plus reprendre, ce parcours-là. Ils ne peuvent plus se réinsérer en société, soit parce qu'ils ont une grosse coupure avec, ils angoissent trop, ils ont trop d'anxiété par rapport à ça, ils sont incapables, d'y retourner et en fait, ce sont études
nous apprend à y revenir petit à petit. Et du coup, j'ai fait une, seconde générale là-bas, une vraie seconde générale, hein, vraiment, où j'avais les cours, d'une vraie seconde générale, comme tout établissement entre guillemets, normaux. Heu, donc heu Et c'est ce voilà, qui t'a permis, en fin de compte, de c'est reprendre ça. le cours de tes études, si j'entends Exactement. bien? C'est D'accord, exactement et d'ailleurs, là-bas, j'avais un pédopsychiatre qui, s'entendait très bien avec mes parents et qui a pu leur expliquer correctement ce que j'avais. Parce que, mon pédopsychiatre en clinique, n'avait pas réussi à établir un bon lien avec, mes parents. oui, Ils n'avaient pas trop compris, à ce moment-là et c'est justement en soins-études, avec le pédopsychiatre qui me suivait là-bas, qu'il a pu, bien expliquer à mes parents ce que j'avais parce que même après 1 an et demi, 2 ans, ma mère pensait que le plus important, c'était les études et mon pédopsychiatre a dit, à mes parents: «Non, le plus important, c'est que Camille aille bien, en fait. Le d'accord. plus Donc il a important, c'est qu'elle aille bien». privilégié, il a fait comprendre que la santé mentale, C'est était ça. plus à privilégier, on va dire, avant, Exactement, de retourner vers les études. exactement parce que ce soit moi ou quelqu'un d'autre ou même un adulte ou que la personne ait 4 ans, que la personne ait 50 ans, si, la santé mentale ne va pas bien, bah, la personne ne pourra rien faire, même si elle est passionnée par son travail. Si la santé mentale ne suit pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas et qui bloque, heu, pour, se préserver soi-même, la santé mentale, l'inconscient est capable de beaucoup de choses. Donc même de bloquer, notre capacité à faire, ce pour quoi on est doué normalement. Donc non, il a bien expliqué. En premier, il faut que Camille aille mieux et ensuite, il y a les études et ça, un parent, qui doit accepter que les études passent en deuxième, ah, c'est compliqué des Ouais. fois. Oui, d'où notre association où on aide les parents à se fameux lâcher prise, voilà, C'est et ça, de bien mettre c'est en ça, avant d'abord, on va dire, la santé de nos enfants, en quelque c'est sorte. ça, D'abord penser enfant avant de penser élève. c'est ça Mmh. et à partir de ce moment-là, je sais que mes parents ont beaucoup lâché de lest avec moi et d'ailleurs à cette période-là, mes parents ont, comment dire? Heu, étaient plus rassurés que, j'aille en soins-études qu'en clinique. Parce que non seulement j'avais mes études, mais aussi parce que j'étais, Encadré. quand beaucoup plus encadrée, ouais, qu'en clinique. Parce qu'en clinique, on nous donne aussi, des médicaments pour, enfin, en fait, c'est pas ça, c'est qu'en clinique, on nous donne des médicaments adaptés à ce qu'on a. C'est surtout des médicaments pour nous détendre, hein, vraiment, et nous aider à dormir et des antidépresseurs quand il faut, mais sinon ils nous bourrent pas de médicaments. Mais, pour eux, clinique, psychiatrique et son étude, c'est vraiment 2 mondes différents et c'est vrai que c'était différent. Mais ils me sentaient plus en sécurité en soins-études. Ma mère a pu, être beaucoup plus détendue à ce moment-là, vu qu'elle savait que j'étais, dans un endroit où elle me pensait en sécurité, en fait. D'accord. En fin de compte, ce qui a été, quelque chose qui a été déclencheur aussi pour toi, tes parents, c'est ce climat de confiance qu'a instauré, ben, Oui, ton pédopsychiatre en mmh, quelque sorte, oui, pour, vous aider mmh, en quelque sorte toute la famille à oui, traverser, cette c'est ça, période. c'est ça et oui, le pédopsychiatre a bien réussi à rétablir le dialogue entre moi et les parents et mes parents. Et surtout, aussi entre le domaine médical, le domaine, psychiatrique et mes parents. Pour, Mmh. leur montrer que c'était pas aussi grave et aussi, comment dire? Romantisé dans les films que ça l'est. Ce n'était pas non plus quelque chose Dramatique, voilà, ça pas dramatique ou un oui. échec, c'est vraiment juste des personnes qui vont mal et ils ont besoin de béquilles, ils ont besoin d'aide pour avancer et c'est vraiment pas grave d'être dans ce genre d'établissement. C'est pas grave de recevoir de l'aide et ça ne m'a pas traumatisée, ça n'a pas changé ce que je suis. À la rigueur, ça a pu me montrer, que, beaucoup de personnes, galéraient dans leur vie et que, En fin de compte, ça t'a aidé à dédramatiser. ouais, ça m'a beaucoup aidé à dédramatiser, ouais, beaucoup Mmh. et j'ai pu me dire: «C'est totalement accessible, en fait». J'ai pu me dire que, bah, si les autres peuvent y arriver, moi je peux y arriver et et aussi j'ai eu des clics aussi de me dire: «OK, je vais de mieux en mieux et je vais pouvoir y aller» et en fait, j'y suis restée à peu près, que je dise pas de que je dise pas de bêtises, à peu près 8 à 9 mois là-bas.
parce que j'avais la possibilité de faire toute ma scolarité de lycée là-bas. Donc comme j'ai dit, ça peut correspondre à une année scolaire. Donc ça a à peu près correspondu à une année scolaire pour moi. Mais en fait, je me suis rendu compte d'une chose, à un moment donné, c'est que je commençais à aller mieux et en fait, j'ai regardé l'endroit où j'étais et en fait, le son-étude, c'est bien quand on va mal. Enfin, c'est mon avis, hein. Après pour d'autres Oui, patients, bah, donne ton il y a ressenti, il oui. y a d'autres patients qui ont très mal vécu le son-étude, hein et il y a d'autres patients qui l'ont très, très bien vécu. Il y a d'autres patients, ça leur a rien fait. C'est vraiment, comment l'enfance le sent personnellement. Donc moi, je me suis aperçue, en fait, que quand je commençais à aller mieux, le son-étude avait un autre effet sur moi. Je me sentais de plus en plus enfermée parce que, bah, rien que pour sortir de l'établissement, il nous fallait une autorisation. On était très surveillés parce que beaucoup d'entre nous étaient des électrons libres et avaient des réactions, qui pouvaient changer d'un moment à l'autre, en fait, vu qu'on n'était pas très stable et en fait, je me suis sentie de plus en plus étouffée par tout ça. Je me suis rendu compte que, bah, le matin, c'était toujours un infirmier qui me réveillait. Ma classe était pas très loin de ma ch était à quoi? Elle était à 500 mètres de ma chambre. J'avais, toujours une cantine. Enfin, j'avais de l'autonomie en soi parce que je me débrouillais toute la journée, que ce soit enfin, je me gérais totalement. Mais je veux dire, j'étais dans un endroit où j'avais tout et dans un endroit où j'étais tout le temps en sécurité et je me suis dit: «Si je me confronte pas à ce qu'il y a à l'extérieur, bah, je vais m'enfoncer dans ce confort et si jamais je reste pour ces 3 ans pour avoir mon bac là-dedans, bah, je vais pas réussir à franchir le pas à la sortie de ce bac, de ces 3 années où je risquerais de rester en son études». Et en fait, j'ai ressenti le besoin de partir de là. Et donc, bon, généralement, ils laissent pas partir les patients comme ça parce que, comme notre état fluctue énormément, il y a des moments où on peut se sentir, super bien, il y a des moments où on peut être super mal. Donc c'est la guérison, hein, c'est jamais, constant. Je leur ai dit: «Écoutez, je veux sortir. Je sais que c'est pas ce qu'il va me falloir, sur le long terme» et j'établis une sorte de de petit contrat avec eux. C'est que, il faut que je réussisse à tenir dans mon ancien lycée, enfin dans le lycée secteur où j'aurais dû aller. Si j'arrive à tenir les 2 semaines, je sors. Ils m'ont dit: «D'accord. Mais par contre, avant de sortir, tu dois te trouver un lycée» et j'ai dit: «D'accord». Donc on avait un contrat établi avec eux. Donc ouais, vraiment pour me soigner, il fallait que je fonctionne avec eux, en fait. Je peux pas me soigner toute seule dans mon coin. C'est comme un partenariat que tu as C'est fait ça, avec comme eux. un Mmh. partenariat finalement. Et du coup, j'ai réussi à tenir, c'était très compliqué parce qu'il y avait du coup c'était un lycée secteur. Donc du coup, il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient harcelée qui étaient à l'intérieur, mais j'ai pu retrouver des amis de confiance qui sont encore mes amis aujourd'hui, qui je leur ai expliqué rapidement, aussi ma situation parce que pendant cette période où j'étais en clinique puis en soins-études, j'ai coupé les ponts avec, le monde, extérieur vraiment, hein. Je donnais rarement des nouvelles aux personnes qui me connaissaient, même, mes sœurs et mes parents n'étaient pas au courant de tout et il y a vraiment, une sorte de distance qui se fait. Mais bref, pendant ces 2 semaines, j'ai réussi à y aller malgré que je faisais beaucoup de crises d'angoisse, que j'avais beaucoup comment dire? Ouais, j'avais énormément mal à la tête, toutes les douleurs revenaient, mais cette fois-là, bah, avec tout ce que j'avais appris sur moi et comment gérer tout ça. Bah, justement, pendant ces 2 semaines, j'ai pu mieux gérer mon état d'esprit, j'ai pu mieux gérer ma peur, juste pour finir la journée. Je me disais: «Je finis la journée et je vais voir comment ça se passe demain» et petit à petit, bah, j'ai réussi à finir ces 2 semaines et j'ai fait moi-même les démarches pour me trouver un lycée. J'ai fait moi-même les démarches pour me réinscrire et en fait, je me suis dit: «Si je me confronte pas à cette peur, je si je me confronte pas à ça, je vais fuir toute ma vie». Et et du coup, j'ai décidé de l'affronter pour avoir, plus tard, la vie que je veux et pouvoir, me débrouiller face à toute, situation future et c'est avec, cet état d'esprit-là que je suis partie du son études, si je dis pas de bêtises, en mi-2000 juin 2016.
non, mai 2016 et Et tu as pu terminer en fin de ouais, compte, c'est dans ça, un par en retournant dans ton lycée de secteur? c'est ça et non, je D'accord. suis pas retournée dans mon lycée de secteur, j'ai totalement changé, Tu as de changé? lycée. D'accord. Ouais, Mmh. je me suis orientée vers un bac pro parce que, ce bac pro-là, c'était des études qui me plaisaient beaucoup au lieu d'un bac général. Donc finalement, je me suis orientée vers un bac pro Donc et quelque même chose en là, fin de compte où tu avais plus d'attrait, tu as ouais, trouvé quelque chose en fin de compte c'est ça, qui t'a donné envie de faire? c'est ça, qui me donnait D'accord, plus d'envie, comment dire? Parce que si je donnais plus de sens à mes études, ça allait m'aider à y aller, en fait, OK. un peu et heu et là aussi, j'ai établi un dialogue et été très sincère avec l'établissement. J'ai directement pris un rendez-vous avec, le directeur de l'école et je leur ai dit: «Voilà ma situation, j'ai une phobie scolaire, je la combats, je veux m'en sortir et est-ce que vous pouvez m'accompagner là-dedans? Est-ce que vous pouvez, déjà est-ce que, parce qu'il y a des établissements qui ont peur de ça et qui veulent pas, voir, comment dire? Leurs résultats, flancher ou diminuer parce qu'il y a un élève qui a trop d'absence ou qui a de mauvaises notes, à cause de ça. Mais j'ai pu établir une communication entre, le Dialogue, directeur, et les professeurs et à partir de ce moment-là, ils m'ont dit: «D'accord, OK, bah, bienvenue et puis, bah, maintenant c'est à toi de jouer». Et du coup, je me suis relancée dans 3 autres années de lycée. Donc j'ai fait ma seconde générale en soins-études, puis après j'ai fait ma seconde, ma première et ma terminale dans ce lycée, professionnel. Et malgré que c'était très difficile, j'ai pu finir ces 3 ans et ça s'est terminé du coup en juin 2020. Et comment j'ai vécu ça? C'est que, comment dire? Au début, ça a fonctionné en fait, au début, Heu, ça fonctionnait très bien, dans le sens où, bah, je me plaisais dans les études, les professeurs, m'écoutaient. J'ai eu de la chance, mais mes professeurs, professionnels m'ont beaucoup écoutée, m'ont beaucoup épaulée au début, donc j'avais des absences. J'avais encore beaucoup d'absences, mais beaucoup moins. En seconde, j'avais de bonnes notes, heu je me débrouillais, vraiment pas mal en seconde et j'ai pris plaisir à retourner à l'école, malgré qu'il y a énormément de matins où j'appelais, des amis de la clinique ou du son études que je connaissais, qui savaient dans quelle galère émotionnelle j'étais et que je leur disais: «Je veux pas y aller, mais en même temps, je peux pas y aller, mais en même temps, j'ai envie d'y aller». Heu, il y a des matins où j'en vomissais de stress, enfin, même des années avant, si on m'avait dit: «Bah, tu retourneras à l'école», j'aurais ri au nez de la personne parce qu'avant la seule mention d'aller à l'école, je pouvais m'évanouir, en fait, mmh, tellement j'étais dans un état de stress. et donc Mais j'entends, tu es allée au bout, ouais, de ton bac? j'ai été Ouais. au bout, alors du coup, je n'ai pas eu mon bac parce que, en fait, en seconde, ça se passait très bien. Et en fait, j'ai accumulé beaucoup sans m'en rendre compte, j'étais encore dans une sorte de déni parce que je me suis dit: «Ça va mieux». Bah, du coup, je fonce, en fait. Je ne prends pas mes précautions. Du coup, à vouloir trop en faire, je me suis énormément fatiguée et il y a beaucoup de traumatismes qui sont remontés et en première, j'ai fait un burn-out à la mi-année et pendant 1 mois et demi, je suis pas retournée à l'école. Et il y a eu une coupure à ce moment-là avec mes professeurs parce que j'avais tellement honte, de rechuter que je n'établissais plus de lien avec mes professeurs et moi-même et j'ai encore beaucoup de culpabilité là-dessus parce qu'ils m'ont énormément aidée et moi, dans mon mal-être, et dans ma sphère de culpabilité, j'ai coupé tout lien avec eux. Ils pouvaient plus m'aider à un moment donné parce que moi, Tu avais je me Ouais. sentais trop coupable, en fait. Mmh. C'était trop pour toi à ce Ça. moment-là, dans cette C'est période-là. ça, c'est Mmh. ça, c'était trop pour moi. Donc en fin de compte, tu as repris, le chemin de l'école sans aménagement, si j'entends bien? C'est Il y a ça, sans Voilà, OK. aménagement alors que j'aurais Ça aurait dû en été prendre. utile. Mmh. Ouais, voilà. Donc vraiment, dès qu'on se sent mieux, même si on sent qu'on se sent mieux, faut toujours prendre ses précautions, vraiment.
Parce Bien que l'importance d'un emploi de temps ouais, aménagé, de ouais, parce recommencer que progressivement. c'est ça. Ouais. Parce qu'au final, bon, j'ai terminé ma première. Et les autres élèves aussi perdaient patience parce qu'ils voyaient que je rendais toujours les devoirs en retard, ils voyaient que j'avais beaucoup d'absences et tout le monde n'était pas au courant de ma condition parce que, bah, c'est des mes soucis personnels. Mais en Mmh. fait, c'était légitime qu'ils se ressentent comme ça parce qu'ils se disent: «Ah pourquoi moi, je suis sanctionnée si je rends, pas les devoirs, à l'heure, mais pourtant elle, elle les rend 2 semaines Elle a le après et elle droit. a rien». Donc c'est légitime dans ce sens-là qu'ils m'en veuillent. Donc en fin de compte, c'est aussi intéressant, pas d'expliquer, on va dire, le contenu qui fait que tu as déclenché une phobie scolaire, mais peut-être de sensibiliser la classe aussi que toi, par rapport à eux, Ouais, tu n'as pas les mêmes ouais, facilités. Mais ça si aurait été si utile, en fin de compte, ça de aurait été utile. sensibiliser la classe. Oui. C'est ça. Ça aurait été utile surtout enfin, sauf s'il y a des personnes dangereuses dans la classe parce qu'il y a des enfin, il y a Oui, d'être dans toujours, le contexte de simplement expliquer que c'est tu vois, la phobie scolaire est ouais. plutôt synonyme d'une souffrance, on va dire, à l'école et que Mmh. c'est pas, on va dire, un caprice ou des privilèges. Ah non, Mmh. non, 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 Mmh. c'est pas du tout des privilèges, c'est enfin, pour eux, ça peut être des privilèges, mais en fait, Oui, il ça faut peut bien être qu'ils perçu. comprennent Mmh. que pour eux, aller à l'école, c'est normal, c'est un jour comme un autre et pour ceux qui ont une phobie scolaire ou d'autres, pathologies, c'est un combat tous les jours. C'est un combat tous les jours, en fait, de se confronter à ça pour se dire: «OK, je vais avoir une vie stable plus tard, je veux pouvoir affronter tous mes soucis plus tard. Faut que je commence par celui-là» et en fait, c'est un combat tous les jours. Pour eux, c'est une journée normale, pour nous, c'est un combat tous les jours, en fait et c'est ça qui ce serait bien que les professeurs et les autres élèves comprennent, mais après bon, c'est C'est des choses, délicat. voilà, sur lesquelles Ouais, on travaille effectivement, oui. mais effectivement, ouais, c'est d'où l'importance en fin de compte, Mmh, et juste dans ton parcours, ça l'explique beaucoup, cette importance en fin de compte d'aménager les cours, c'est de ça. sensibiliser non seulement, les enseignants, voilà, ou les personnes, Mmh, le personnel de la vie scolaire, mais mmh. également la classe. Ouais Mmh. et c'est pour Pas ça que avoir je ce suis sentiment d'injustice des ouais. autres élèves. Mmh. Ouais et je suis persuadée que c'est pour ça qu'en seconde, ça s'est tellement bien passé, c'est que mes professeurs m'ont beaucoup aidée et beaucoup accompagnée, cette première année-là. Et je suis persuadée que ça a énormément joué dans le fait que je me sente, plus en sécurité, à l'école et que, mes traumatismes ne remontent pas aussi facilement. Donc je suis sûre que ça a énormément participé à ça, mais bon, à un moment donné, la coupure s'est faite en première. En terminale, j'ai eu, ça arrêtait pas d'empirer et mes maladies à côté aussi. Faut savoir que j'ai énormément de douleurs physiques aussi, donc ça n'aidait en rien du tout. Heu, donc j'avais en les absences ne faisaient qu'augmenter et au bout d'un moment, bah, perte de communication entre moi et les professeurs et l'administration et ce qui f et le fait que je n'ai pas j'ai été au bout de ces 3 années. Bon, après on a eu le covid en début 2020, Ouais. donc on a eu les cours à la maison. Heu et en fait, je n'ai pas eu mon bac parce qu'en au premier semestre, il y a un cours il y a un cours spécifique où je n'avais pas une note et en fait, ils m'ont pas fait refaire de contrôle dans cette matière-là et en fait, si j'avais refait un seul contrôle dans cette matière-là, j'aurais pu avoir mon bac à la fin parce que le bac, pour, beaucoup d'élèves, en 2020 pour le covid, il a été assez donné. Il y a des élèves de ma classe comment dire? Qui n'avaient rien fait, dans l'année et qui pourtant avaient eu une mention très bien, au bac, sans qu'on passe d'épreuves. Moi, j'ai eu énormément de frustration de ne pas avoir passé d'épreuves, malgré le fait que les épreuves, de mon BEP, j'en avais, vomi tellement, c'était stressant. Désolée, hein, pour, Oui, mais ceux qui, c'est une pour réalité, ça c'est une oui, réalité. voilà, Mmh. désolée, hein, mais voilà. Heu, Et en fin de ouais, compte, voilà, tu as eu ce j'ai eu sentiment énormément de frustration. d'injustice en C'est fin de ça, compte, un peu, bah, après c'est le covid, hein, mmh. Mais je mais pense aussi que le fait qu'il n'y ait pas eu d'aménagement ou de spécifique de vraiment, sur pour t'aider en quelque sorte, mais ça le fait qu'il y a eu des ouais, impasses et effectivement dans d'autres cas, ça aurait pu être géré mais différemment. le pire, c'est que je crois me souvenir qu'ils me l'ont proposé au début, hein, mais j'avais tellement envie de prouver que je pouvais y arriver, à moi, à mes parents et à mes professeurs, Mmh. que, Tu en as fait, refusé. j'ai Mmh. foncé sans tête baissée, en fait. Mmh. C'est ce qui a porté préjudice à long terme. Mmh. Donc au final, j'ai réussi à finir ces 3 années, mais je n'ai pas eu mon bac en poche malheureusement et je ressens toujours
une déception, une grosse frustration, par rapport à tout ça Mmh. et 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 voilà. aujourd'hui, tu en apprends quoi? Comment tu vois, le prochain petit pas en quelque sorte À pour l'heure toi? actuelle ou ce que j'ai fait Oui, à après? l'heure actuelle, ouais. À Mmh. l'heure actuelle, c'est que, bah, faut que je m'écoute le plus possible, même quand je sens que je peux y arriver, même quand je sens que, par exemple, après, c'était quand? C'était l'année dernière, c'était l'année dernière, j'ai travaillé en animation et c'était des grosses journées de 10 heures, c'était des contrats de 50 heures, par semaine et je faisais quelques heures supplémentaires parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer la veille pour le lendemain. Mais c'était des grosses journées, encore plus grosses qu'au lycée et pourtant je tenais toute la journée, heu, parce que je n'étais pas dans un milieu scolaire Mmh. mais après j'avais mes douleurs physiques et mes propres, angoisses et je me suis dit: «Si je ne vais pas à mon rythme, même dans quelque chose qui me passionne et qui me plaît, bah, si je vais pas à mon rythme et si je n'écoute pas, heu, mes angoisses, mes douleurs, mon corps et cetera, ma psyché, bah, je vais me rétamer à un moment donné» et en fait, il faut juste que je trouve mon rythme, que toute personne, qui est dans cette situation trouve son rythme, s'écoute le plus possible et réagisse en fonction. Même si, on pense qu'on va y arriver, c'est bien de prendre ses précautions parce que si les précautions sont prises, c'est sûr qu'on va y arriver. Mais si on y va tête baissée et à fond, on va se blesser sur le chemin et ces blessures-là, elles risquent d'augmenter et à un moment donné, on pourra plus avancer, en fait. Moi, ce que j'entends, c'est en fin de compte que de tous tes échecs, de tout ton vécu, tu as ressorti de tout ça un grand apprentissage. Ouais, je j'ai vite compris que si je modifiais pas ma façon de voir les choses, par contre, c'est une constante, combat avec moi-même, hein. Il y a Ouais. cette partie de moi qui me dit que je suis pas légitime de ça, je vais pas y arriver et cetera et puis il y a l'autre partie de moi qui me fait, «Ouais, mais regarde, si tu vois les choses de cette façon, tu peux y arriver, si tu fais ça, tu peux le faire». Donc Donc même en imp évoluant et même en étant mieux, c'est quand même un combat constant, en nous, quoi. Ouais, et que ça reste un travail de tous les jours et je pense que, Mmh. ça concerne un petit peu tous, tout le monde, d'être aussi de bien travailler en fin de compte son estime de soi, heu Oui. et ça qui renforcera la confiance en soi. Mmh. C'est Mais ça. j'entends que c'est quelque chose, voilà, qui est plus difficilement accessible quand on est dans ce parcours où l'anxiété est bien souvent présente. Ouais. Mmh. Mmh. Mais c'est là où il faut apprendre à se gérer, il y a des professionnels qui existent pour ça. Et Il à y a aussi, s'écouter. oui et puis pas avoir peur d'en parler aux personnes de confiance parce que au final, on a tous nos propres combats, nos propres démons et parfois on peut donner des conseils et notre parcours peut aider certaines personnes, à aussi trouver des solutions. Comme tu le fais aujourd'hui. Oui, C'est ça. c'est ça. Donc, bah, je trouve que voilà, j'ai envie de terminer sur ça, parce que c'est vraiment, ton message est vraiment déjà je te remercie. Je te remercie d'avoir partagé, ton parcours. Je vois tout ce que toute la force que ça t'a demandé, le courage et de voir qu'en fin de compte, depuis l'âge de 14 ans, voilà et aujourd'hui tu en as 22, Ouais. bah, que tu as appris de tout ce parcours-là. En fin de Mmh. compte, tu as pas abandonné, tu Ah et je compte es pas voilà. abandonner, Ah oui, voilà. j'entends. Je compte pas le faire, hein. Et que, voilà, tu as appris en fin de compte, ça t'a permis de mieux te connaître, de mieux te comprendre, que tu es consciente, voilà, qu'il y a encore du travail et je te rassure, on travaille à tout âge donc sur soi. Oui. Donc mais que, c'est une belle expérience, ça te donne une vision, on va dire aussi, d'un avenir, différent avec une compréhension différente de tout ce qui t'entoure, si je comprends bien. Ouais, ouais et ne pas avoir peur de l'autre, au bout enfin, travailler aussi ma peur de l'autre Mmh. et aller vers les autres, ça m'a beaucoup apporté aussi. Tout Ouais. on peut Le s'entraider, dialogue, c'est ça, le j'entends, hein, dialogue, c'est d'arriver à c'est dialoguer hyper avec les important. autres. J'ai Mmh. passé, du coup, ces dernières années à dialoguer avec les autres et c'est comme ça qu'on apprend. Notre parole, c'est notre plus grande force et Et c'est peut-être de notre plus meilleure arme Ouais, que et aussi voilà. réaliser, voilà, bah, que tu es bien loin d'être seul, que tout le Ah monde a un oui! parcours, voilà. Oh oui! On a Je tous des suis bien parcours loin de d'être vie, seule. voilà, ouais. Donc ouais, je sais écoute, je suis ravie, hein, du partage, que tu as fait aujourd'hui avec nous. Mmh.
Je suis sûre que ça va parler à beaucoup de parents, et de jeunes qui vont l'écouter Mmh. et même toute autre personne qui sont intéressées par le sujet. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu souhaites encore, partager? Ouais, allez à votre rythme, même si ça prend que ça prenne 6 mois, 5 ans, 10 ans. Allez à votre rythme, vous allez, et écoutez-vous, écoutez-vous, allez à votre rythme et utilisez les armes qu'on vous donne pour, aller mieux et même si vous voulez les utiliser maintenant, vous les utiliserez plus tard. Faut pas se forcer, faut y aller à son rythme parce que sinon on risque de faire des erreurs et même ça, c'est pas grave, faire des erreurs. On apprend tous de ses erreurs. Donc vraiment, allez à votre rythme, prenez soin de vous, écoutez-vous et faites, et la vie a beaucoup de choses à offrir donc très dommage de pas en profiter, quoi. Je te remercie Camille. C'est vraiment de se dire qu'il y a pas de fatalisme, Non, et que dans non. tout, on peut apprendre de peu importe nos expériences, on peut en apprendre quelque chose et on peut avancer avec, ces nouveaux outils, qui permettent, on va dire, de mieux, s'armer, comme tu le dis, pour Oui. avancer sur son chemin. Merci Camille et puis Bah, merci pour ton partage. merci à vous de faire ça. J'espère que ça va aider, beaucoup de personnes et j'en suis sûre d'ailleurs. Ouais, j'en suis persuadée. Mmh. Merci Encore beaucoup. merci. Au revoir Camille. Merci, au revoir. Au revoir.